La vieille, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Va t'occuper de ta propre vie, parce qu'ici, tu ne fais que déranger. C'est ce que Sophie a dit à voix haute, debout juste devant le garage ouvert, alors que deux voisins passaient lentement sur le trottoir. Ils ont absolument tout entendu. Madame Martin, qui balayait l'entrée de la maison d'à côté, s'est figée, son balai en l'air. Le jeune homme au portail d'en face est resté immobile, tenant un sac de courses, nous regardant sans savoir comment réagir. Le vent chaud a soulevé un peu de poussière qui est entrée dans mes yeux, les irritant instantanément. Sophie est restée appuyée contre le cadre de la porte, avec un sourire en coin, comme quelqu'un qui se débarrasse enfin d'un fardeau insupportable qu'elle traînait depuis trop longtemps. Je suis resté immobile, serrant mon vieux carnet contre ma poitrine. Mon corps s'est complètement bloqué, mais je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je n'ai pas pleuré ce jour-là non plus. Tu sais, ce moment où tu comprends, en une fraction de seconde, que la personne que tu as accueillie et soignée ne voit aucune valeur en toi, c'était exactement là. L'apport pour cette maison avait été payé avec mon argent, et les frais de scolarité de l'école de commerce de Julien étaient aussi sortis de ma poche. Mais maintenant, après qu'elle a reçu cet héritage millionnaire et a décidé de changer de vie, je suis devenu un obstacle, un objet qui n'est pas à sa place. Allez, Hélène, disparais. Je ne veux pas de toi près de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de côtoyer l'échec. Ces mots ont tranché l'air comme des lames de rasoir. Julien était derrière elle, silencieux. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas bougé un seul muscle. Une limousine s'est arrêtée au coin de la rue, attendant Sophie pour l'emmener vers son nouvel appartement de luxe dans les beaux quartiers. Julien l'a regardé, puis il m'a regardé. Son visage a perdu ses couleurs quand il a réalisé ce que j'avais fait plus tôt ce matin-là. Je n'ai rien dit à ce moment-là. J'ai seulement fait un pas en arrière, m'éloignant lentement. Parce que, 3 jours plus tard, il allait découvrir que j'avais pris une décision qu'il n'aurait jamais imaginée. Et juste là, tout a changé pour toujours. Je suis née et j'ai grandi dans une maison simple, au fin fond de la province. Ma mère était couturière, et c'est avec elle que j'ai appris à tenir une aiguille et du fil bien avant de comprendre ce que signifiait le mot « responsabilité ». Mon père est mort jeune, et la maison est restée trop silencieuse pendant un certain temps, un silence qui pesait lourd. Je me suis mariée jeune, pensant que je construirais une grande famille bruyante, mais la vie a ses propres plans, et nous consulte rarement. Quand Julien n'avait que 10 ans, mon mari a fait une crise cardiaque foudroyante et m'a laissé seule au monde pour élever notre fils. Je n'ai pas eu le temps pour un deuil prolongé. Les factures n'attendaient pas que je sèche mes larmes. La nourriture n'apparaissait pas toute seule sur la table. L'école ne pardonnait pas le moindre retard. Alors je suis devenue 3 choses en même temps. Mère, père et travailleuse acharnée. Le matin, je faisais le ménage chez les autres. L'après-midi, je faisais des petites retouches de couture pour les voisines. Le soir, je préparais des plats à emporter pour les vendre le lendemain. Il n'y avait pas de luxe, pas de repos, pas de choix. Mais il y avait Julien, et c'était un carburant suffisant pour me mettre debout chaque jour avant l'aube. Il a grandi en voyant mes efforts. Il connaissait chaque détail de la corne sur mes mains. Il savait quand je rentrais en boitant de fatigue. Il savait quand je faisais semblant que tout allait bien, même quand le monde s'écroulait sur mes épaules. Je mettais un point d'honneur à ce qu'il ne porte pas le poids qui me revenait. Quand il voulait participer à une sortie scolaire, je trouvais toujours un moyen de payer. Quand il avait besoin de vêtements neufs pour un exposé à l'école, je décousais de vieux tissus et je confectionnais quelque chose qui avait l'air beau et présentable. Les années ont passé ainsi, un jour à la fois, comme quelqu'un qui traverse un pont interminable sans oser regarder en bas. Quand Julien a terminé le lycée et a dit qu'il voulait faire de grandes études, j'ai ressenti de la peur et de la fierté en même temps, mélangées dans ma poitrine. Peur du coup immense. Fierté de la grandeur de son rêve. C'est à cette époque que j'ai pris l'une des décisions les plus difficiles de toute ma vie. J'ai vendu la maison que ma mère m'avait laissée. Elle était simple, petite, vieille, mais c'était la sienne. C'était mon lien physique avec tout ce que j'avais vécu et avec mes racines. Cependant, l'école supérieure coûtait une fortune, et je savais qu'il n'aurait pas d'autre chance comme celle-ci. Je l'ai vendue pour une valeur modeste, car la maison avait besoin de rénovation urgente, mais chaque centime a été directement versé pour ses études. Je me souviens parfaitement du jour de la signature chez le notaire. J'ai signé le papier avec la main qui tremblait, retenant mes larmes. J'avais l'impression d'enterrer une partie fondamentale de ma propre histoire. Mais en même temps, j'avais l'impression de poser les fondations de sa vie à lui. Julien a obtenu son diplôme,
a trouvé un bon emploi, et j'ai pensé que, finalement, la marée tournait en faveur de notre petite famille. Il a commencé à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, et un jour, il est apparu avec Sophie. Elle était belle, moderne, pleine d'opinions tranchées, toujours impeccablement habillée. Au début, j'ai essayé de l'apprécier. Toute belle-mère essaie. Elle parlait fort, avait des réponses toutes faites à tout, et parfois elle me regardait comme si elle me jugeait de la tête aux pieds. Je le remarquais, mais je faisais semblant de rien. Julien semblait heureux, et pour moi, c'était la seule chose qui comptait. La première fois que j'ai ressenti quelque chose d'étrange, c'était un détail minime, presque imperceptible. J'étais dans leur cuisine, en train de préparer un déjeuner. Ils venaient juste d'emménager dans la maison dont j'avais aidé à payer l'apport avec mes économies. J'avais apporté une cocotte avec un bœuf bourguignon mijoté que j'avais préparé le matin même. C'était une recette de ma mère, et je la faisais toujours quand je voulais que le repas soit spécial et ait le goût du foyer. J'ai posé la cocotte sur la table, j'ai disposé les assiettes, et je les ai appelés tous les deux pour manger. Sophie est descendue les escaliers, a regardé la table et a froncé le nez avec un dégoût évident. Hélène, ce n'était pas nécessaire. Ce genre de plat en sauce fait beaucoup de désordre sur la table. Et l'odeur s'imprègne dans toute la maison. Ici, on préfère les choses plus légères. Elle a dit cela en souriant, comme quelqu'un qui vous tend une critique destructrice emballée dans du papier cadeau de luxe. Julien a lâché un petit rire rapide, presque silencieux, juste pour accompagner l'expression de sa femme et ne pas la contrarier. Je me suis arrêtée, la louche à la main. Je n'ai rien dit. J'ai simplement retiré la cocotte de la table et je l'ai rangée dans mon sac. Elle ne s'est même pas rendue compte que je le faisais lentement pour ne pas laisser paraître ce que je ressentais à cet instant. À ce moment-là, un froid étrange m'est monté dans la poitrine. Je connaissais très bien ce genre de subtilité venimeuse. Il ne s'agissait pas du bœuf bourguignon, il s'agissait de la place que j'occupais ici. Il s'agissait de ne pas me faire sentir la bienvenue, d'être toujours un peu trop pour leur goût raffiné. Mais j'ai pensé, c'est juste le temps d'adaptation. Elle est nerveuse avec la nouvelle maison. Je ne vais pas le prendre à cœur. Et j'ai poursuivi le déjeuner normalement, même si j'ai remarqué que leur conversation fluait sans vraiment inclure mes opinions. Après cela, d'autres petites situations similaires sont survenues. Une fois, elle a commenté que mes vêtements avaient trop de motifs criards. Une autre fois, elle a insinué que je n'avais pas besoin de rendre visite au couple si tôt, parce qu'ils avaient leur propre routine. Et Julien, sans percevoir la gravité de la chose, acquiesçait toujours trop vite. J'évitais de penser du mal d'elle. J'évitais de créer des problèmes ou des conflits. J'évitais de croire qu'il y avait là quelque chose de plus grand et de plus sombre. On essaie toujours de se convaincre que ce n'est qu'une impression, que tout passera. Mais à l'intérieur de moi, une petite porte a commencé à se fermer doucement. Cependant, je n'avais pas encore le courage de toucher à cette porte. Je continuais d'aider, bien sûr. Je nettoyais ce qu'il fallait, je cuisinais pour eux. Je gardais les enfants quand ils sont nés. Ils donnèrent du travail, mais ils étaient l'amour de ma vie, mes petits-enfants. Je faisais l'impossible pour que ce foyer reste uni. Parce que, après tout ce que j'avais sacrifié, je voulais seulement voir mon fils bien et stable. Sauf que le début des changements était déjà là, petit, distant, déguisé. Et même sans vouloir l'admettre, je sentais déjà que quelque chose n'était pas à sa place, comme une pièce qui ne s'emboîte pas. La cohabitation semblait normale de l'extérieur, mais de l'intérieur, je sentais déjà les fissures profondes. Sophie avait une façon de parler qui n'était jamais directe, mais qui laissait toujours clair que j'étais de trop. Au début, c'était de petites remarques, faciles à ignorer. Mais avec le temps, ces petites échardes sont devenues une routine, comme si chaque jour elle testait une nouvelle limite. Et Julien, sans s'en rendre compte, suivait le même ton. La première humiliation plus évidente s'est produite un samedi matin. J'allais chez eux pour aider avec les enfants, parce que Julien avait un rendez-vous et Sophie allait faire sa manucure. Quand je suis arrivée, elle était dans la cuisine, en train de trier des affaires. J'ai posé mon sac et je suis allée me laver les mains. La boîte où je gardais mes médicaments, des cachets simples pour la tension, n'était plus dans le tiroir habituel. « Ah, Hélène, j'ai mis tes affaires dans le débarras du fond », a-t-elle dit, sans quitter son téléphone des yeux. La cuisine était trop encombrée, et sincèrement, avoir des médicaments qui traînent donne un air un peu désordonné. La façon dont elle l'a dit ne concernait pas l'espace. Cela concernait ma place dans cette maison. J'ai regardé Julien,
qui était assis sur le canapé en train de lasser ses baskets. Il n'a pas levé la tête, il a juste dit « Oui, maman, c'est mieux comme ça ». Je suis restée figée une seconde, respirant profondément pour ne pas pleurer. Ensuite, j'ai marché jusqu'au débarras du fond. La boîte était jetée sur un vieux carton. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste prise et rangée dans mon sac. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se serrer en moi, comme si je rapetissais un peu plus. Mais j'ai continué ma journée, jouant avec mes petits-enfants comme si de rien n'était. La deuxième humiliation est arrivée quelques mois plus tard. C'était l'anniversaire de mon petit-fils aîné. J'avais passé toute la matinée à préparer une tarte maison, comme je le faisais chaque année. C'était la recette qu'il préférait. Je suis arrivée chez Julien, j'ai posé la tarte sur la table et j'ai commencé à couper les bougies. Sophie est arrivée de l'extérieur, les bras chargés de sacs de courses. Elle a regardé la table, a froncé le visage avec dégoût et a lâché « Ah, Hélène, je t'avais déjà demandé de ne pas apporter ce genre de choses. Ici, on fait très attention à l'alimentation des enfants. Le sucre, la farine blanche, ça leur fait du mal, tu sais. Tu es douée en cuisine, mais gardons uniquement ce que j'achète. » Elle a dit cela avec un sourire, comme si elle m'éduquait ou m'apprenait quelque chose que j'ignorais. Mais j'ai vu le regard de mon petit-fils. Il est resté partagé entre me regarder avec tristesse et regarder sa mère avec crainte. Et cela m'a fait plus mal que ces mots. « Laisse tomber, Sophie. C'est juste pour aujourd'hui, » ai-je dit à voix basse. Elle a posé les sacs sur la table avec assez de force pour faire rouler les bougies. « Aujourd'hui, demain, après, tu apportes toujours quelque chose de différent. J'ai besoin que tu respectes les règles de ma maison. » J'ai senti mon visage brûler. Julien est entré dans le salon à ce moment-là et a demandé ce qu'il se passait. Sophie a répondu rapidement, prenant les devants. « Rien, chérie. Ta mère a apporté une autre tarte pleine de sucre. Je lui ai déjà parlé. » Et il a répondu, sans réfléchir 2 fois. « Maman, fais attention à ça, s'il te plaît. Nous avons une façon d'élever les garçons. » C'était la première fois que je sentais une distance réelle avec mon propre fils. Non pas à cause de la tarte, mais à cause de la façon dont il a parlé. Automatique, mécanique. Comme si répéter les phrases de Sophie faisait partie de sa routine quotidienne. La 3e humiliation fut la pire de cette période. J'étais dans le salon avec les garçons, à les aider avec leurs devoirs. Ils étaient concentrés, et j'adorais ces moments de connexion. Soudain, j'ai entendu la porte de la chambre principale claquer fort. Sophie est sortie en parlant fort, presque en criant « Julien, j'en ai assez. Ta mère occupe l'espace entier de la maison. Je n'en peux plus, je veux mon intimité. » Les garçons m'ont regardé, effrayé. J'ai refermé le cahier lentement. Julien a essayé de la calmer. « Calme-toi, Sophie. Ce n'est pas la peine de parler comme ça. » Mais elle a continué sans baisser le volume. « Je te l'ai déjà dit. Chaque fois qu'elle vient, elle passe son temps à ouvrir les placards, à laisser des trucs traîner. Je ne le supporte plus. Je veux ma vie. Je n'ai pas épousé ta mère. » Je suis restée assise dans un silence absolu, ne sachant pas si je devais me lever ou attendre que l'orage passe. Julien est venu jusqu'au salon et m'a dit, en baissant les yeux de honte, « Maman, c'est peut-être mieux que tu viennes moins souvent, juste pour éviter les conflits. » Ces mots ont été une coupure profonde, non pas parce qu'il me demandait de venir moins souvent, mais parce qu'il avait déjà choisi un camp, et ce n'était clairement pas le mien. Ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé mes mains vides. C'était comme si je vieillissais plus vite ici, au milieu des petites humiliations, des mots cachés, de la façon dont Julien ne percevait pas ce qui était en train de se passer. C'est ce jour-là que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à tout noter. J'ai pris un carnet simple que j'avais acheté pour servir d'agenda et j'ai écrit exactement ce qu'elle disait, comment elle le disait, qui était à la maison et l'heure. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la défense, un instinct naturel de quelqu'un qui, pour la première fois, se rend compte qu'on la pousse dans un coin. Les notes sont devenues une habitude. Quand elle se plaignait de l'odeur de ma cuisine, je le notais. Quand elle changeait mes affaires de place sans prévenir, je le notais. Quand elle faisait des commentaires subtils sur le fait que je ne suivais pas leur rythme, je le notais. Quand Julien utilisait les mêmes mots qu'elle pour me parler, je le notais aussi. Parce que, peu à peu, c'est devenu clair. Ce n'était pas juste une restriction, ce n'était pas juste de la distance, c'était un processus systématique, un effacement. Comme s'ils effaçaient mon nom de cette maison, un geste à la fois, jour après jour. Je continuais d'aider, bien sûr. Je continuais de m'occuper de mes petits-enfants, car ils n'étaient coupables de rien dans tout ça.
Mais chaque fois que je franchissais la porte de cette maison, je sentais que j'entrais seulement comme une étrangère, quelqu'un du dehors. Et cela, pour une mère, est une blessure silencieuse qui saigne de l'intérieur. Seulement, je ne savais pas, à cette époque, que ce n'était que le début. Sophie n'avait pas encore montré jusqu'où elle était capable d'aller, et Julien n'avait pas encore compris à quel point il s'était déjà éloigné de moi. Mais je commençais à voir clair. Et pour la première fois de ma vie, je me préparais, même sans le savoir, à me protéger de mon propre fils. Le coup n'a pas commencé par une question directe. Il a commencé par de petits commentaires qui, sur le moment, semblaient n'être que des conversations de couple. Une insinuation ici, une autre là. Sophie se plaignant de la vieille voiture. Julien commentant que le travail était trop exigeant. Elle disant que la vie qu'il voulait avait besoin d'un coup de pouce financier. Lui répétant que nous méritons mieux. J'écoutais tout comme quelqu'un qui ne devrait pas être là, mais qu'on appelait toujours pour garder les enfants pendant qu'il réglait des choses importantes. Jusqu'à ce qu'un mercredi après-midi, la vraie demande arrive. J'étais chez eux, en train de plier le linge des enfants, quand j'ai entendu Julien m'appeler depuis le salon. Quand je suis apparue, ils étaient assis ensemble sur le canapé. Sophie avec cette expression trop apprêtée pour être fortuite. Julien avec la jambe qui tremblait, comme il le faisait toujours quand il était nerveux. « Maman, on voulait te parler », a-t-il dit. Je le savais déjà. Une mère sait. La respiration change, l'ambiance change, même le bruit du réfrigérateur semble différent. Sophie a commencé à parler, comme si elle était la porte-parole officielle de la famille. Hélène, Julien et moi traversons un moment important. Nous avons trouvé une opportunité qui peut tout changer. Seulement, nous avons besoin d'un capital de départ, et nous ne voulions demander à personne d'extérieur. Elle souriait avec ce sourire trop poli, qui n'atteignait jamais ses yeux. « Quelle opportunité ?» ai-je demandé. Elle a croisé les jambes et a ajusté ses cheveux. Un investissement, un projet qui peut doubler le retour sur investissement en quelques mois. Et comme tu nous as toujours aidés, on pensait que tu pourrais nous prêter une somme temporaire, juste le temps que la documentation soit approuvée. Julien ne me regardait pas dans les yeux. Cela m'en disait plus que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. « Combien ?» ai-je demandé. Elle a dit le chiffre sans hésiter. Une somme élevée, trop élevée pour être résolue de manière informelle. J'ai senti un nœud dans mon estomac. L'intuition me criait de l'intérieur, vers l'extérieur. « C'est un prêt, maman », a complété Julien. « On te rembourse dès que le retour arrive. C'est l'affaire de 2 mois. » J'ai pris une grande inspiration. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Ce n'était pas la première fois que j'aidais financièrement. Mais cette demande avait une autre odeur. Elle arrivait préparée, répétée, trop sûre d'elle. Et Sophie parlait comme quelqu'un qui comptait déjà sur une réponse positive. « J'ai besoin d'y réfléchir », ai-je dit. Sophie a incliné la tête, gardant son sourire. « Bien sûr, Hélène, mais c'est une chance unique pour que Julien grandisse encore plus. Et, sincèrement, cet argent est mieux entre les mains de la famille qu'à dormir sur un compte en banque. » L'utilisation du mot « famille » a fait mal. Non pas parce qu'elle l'a dit, mais pour la façon dont elle l'a dit, comme si je n'étais qu'une pièce utilitaire de cette famille. Je suis rentrée chez moi la tête lourde. Je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé mon carnet de notes et je suis restée là, immobile. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était quelque chose de plus profond. C'était une question d'intention derrière la demande. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Tu sais quand une pensée revient encore et encore, même si tu essaies de la repousser? C'était ça. Mon intuition me disait que ce n'était pas bien. Mais toute ma vie, j'avais aidé. Et chaque fois que Julien avait eu besoin, j'avais été disponible. Comment lui dire non maintenant? Le lendemain matin, avant de sortir de chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai séparé des copies de tous mes justificatifs, soldes, actes notariés et documents qui pouvaient prouver l'origine de la somme que j'étais sur le point de remettre. J'ai tout mis dans une pochette fine et transparente. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de la protection. La vie m'a appris à la dure que la confiance aveugle et la naïveté ne font pas bon ménage. Je suis retournée chez eux. Sophie était dans la cuisine. Julien est apparu peu après. « Je vais vous les prêter », ai-je dit, « mais je veux tout par écrit. » Les deux ont échangé des regards. Sophie a affiché un sourire trop courtois. « Bien sûr, Hélène, sans aucun problème. » Julien a simplement hoché la tête, lâchant un soupir de soulagement évident. Nous avons signé un document simple. Rien de très élaboré, juste assez pour enregistrer l'engagement formel.
J'ai remis l'argent. Sophie a tenu l'enveloppe avec trop de naturel, comme si elle était déjà habituée à manipuler ce genre de somme. Et, ce jour-là même, mon intuition s'est confirmée de la pire des manières. Des heures plus tard, alors que j'étais encore chez eux, Sophie est sortie pour régler une chose rapide. Elle est revenue au volant d'une voiture neuve. Ce n'était pas extravagant, mais c'était loin d'être bon marché. Quand elle est entrée avec les clés qui tintaient dans sa main, elle a souri comme quelqu'un qui exhibe un trophée gagné. On a pensé que c'était mieux d'anticiper, n'est-ce pas, chérie ? A-t-elle dit à Julien. Finalement, l'occasion était trop belle. Elle a dit « on a pensé », mais son regard disait « j'ai décidé ». Mon cœur a sombré dans ma poitrine. Le retour sur investissement, qui était censé prendre 2 mois, semblait maintenant s'évaporer dans l'air. Je n'ai rien dit. J'ai seulement observé. Les mois ont passé, et pas la moindre trace de l'argent en retour. Chaque fois que je demandais, Sophie disait que la documentation avait du retard. Quand je parlais à Julien, il débitait des phrases toutes faites, toujours courtes, toujours les mêmes. « Calme-toi, maman. C'est normal. Tu dois faire confiance. C'est une question de temps. » Le mot « confiance » a commencé à peser sur moi comme une pierre tombale. C'est alors qu'un jour, j'ai vu un débit élevé sur leur compte pendant que Sophie me montrait quelque chose sur son portable et qu'elle a tourné l'écran trop vite. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun investissement. C'était des dépenses. Dépenses après dépenses. Une nouvelle vie, comme elle disait. Le mois suivant, quand le délai du prêt a définitivement expiré, je suis allée discuter avec Julien. Il était irrité, anxieux. Sophie est restée à ses côtés, les bras croisés, sur la défensive. « Vous m'aviez promis que vous me rendriez l'argent maintenant, » ai-je dit. Sophie a levé les yeux au ciel. « Hélène, tu dois comprendre que les choses ne sont pas si simples. Nous sommes en train de réorganiser notre vie. Et sincèrement, parler de cet argent à tout bout de champ n'aide en rien. » Julien a complété, élevant le ton. « Maman, arrête. Tu fais toujours ça. Tu transformes toujours tout en drame. Drame. » Le mot est tombé comme une pierre lourde. « Je veux seulement ce que nous avons convenu, » ai-je répondu fermement. Julien a haussé la voix. « Tu crois que je ne sais pas ce que je fais ? Tu crois que je suis un irresponsable ? C'est ça que tu penses de moi ? » Je ne pensais pas ça. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que lui pensait que je le pensais. Et d'une certaine manière, cela expliquait tout. Il avait besoin de se sentir grand et important. Et moi, même sans le vouloir, je lui rappelais toutes les fois où il ne l'avait pas été. Sophie lui a saisi le bras et lui a parlé à voix basse. « Allons-nous-en, chérie, qu'elle attende. » Et ils sont sortis, me laissant là plantée, avec la sensation que quelque chose s'était brisé pour toujours entre nous. Mais je ne savais pas que le pire était encore à venir, et que l'humiliation publique qui m'attendait transformerait toutes ces petites douleurs en une coupure profonde et irréversible. L'humiliation définitive n'a pas eu lieu à l'intérieur de leur maison, ni dans une conversation privée. Elle a eu lieu là où tout le monde pouvait voir, là où personne ne pouvait faire semblant de n'avoir rien entendu, là où même ceux qui ne me connaissaient pas ont eu honte pour moi. C'était un samedi matin. L'école de mes petits-enfants organisait une kermesse culturelle et chaque famille tenait un stand avec de la nourriture et de l'artisanat. J'avais passé toute la nuit à faire des gougères au fromage maison et quelques gâteaux simples parce que je savais que les enfants les adoraient. J'ai tout apporté dans 2 grands sacs et je suis allée tôt pour aider. Quand je suis arrivée, Sophie arrangeait la table de la famille avec des emballages importés, des salades traiteurs hors de prix et des choses que je ne savais même pas prononcer. Julien installait une bannière avec le nom des garçons. Je me suis approchée doucement, sans vouloir déranger. « Bonjour », ai-je dit, essayant de paraître légère. Sophie n'a même pas levé la tête. Julien a répondu par un petit geste, rapide, comme quelqu'un qui reconnaît à peine une présence gênante, pas comme quelqu'un qui est heureux de voir sa mère. « J'ai apporté des gougères pour mettre sur la table », ai-je dit, montrant le sac avec fierté. Sophie a levé le visage lentement, avec cet air d'évaluation critique que je connaissais déjà bien. « C'est fait maison » a-t-elle demandé avec dédain. « Oui, je les ai faites hier soir. » Elle a soupiré profondément, comme quelqu'un qui reçoit une terrible nouvelle. « Hélène, on avait convenu de maintenir un certain standing ici. Ces gougères simples finissent par dévaloriser la présentation de la table. Ça ne colle pas avec la proposition de l'école. » J'ai senti mon visage brûler de honte. « Mais c'est juste pour les mettre dans un coin. »« Les enfants aiment ça », ai-je répondu en essayant de défendre mon effort. Elle a souri, ce sourire qui blesse plus que n'importe quel cri. « Non, Hélène. On ne va rien mettre de tout ça ici. Je te l'ai déjà dit.
Tu exagères. Nous essayons de montrer quelque chose de plus professionnel. Je suis restée paralysée. Le bruit des autres familles qui discutaient semblait devenir plus fort autour de moi. Plusieurs personnes de la kermesse ont commencé à nous regarder. J'ai essayé ravaler toute réponse que j'avais dans la gorge. C'est alors que Julien a fait ce que je n'oublierai jamais. Il m'a pris le sac des mains, l'a posé par terre, à côté de la table, et a dit fort, assez fort pour que les parents de la table voisine regardent. « Maman, s'il te plaît, tu débarques toujours avec ces trucs que personne n'a demandé. On n'a pas besoin de ça. Va te reposer. Tu gênes. » La phrase « tu gênes » est sortie sèche, dure, tranchante comme un rasoir. J'ai senti l'air quitter mon corps d'un coup. Ce n'était pas seulement ce qu'il a dit, c'était la manière, c'était la posture corporelle, c'était la hâte de se débarrasser de moi, c'était le regard de pitié des gens autour. Madame Dupuis, la mère d'un des camarades, a arrêté ce qu'elle faisait. Le père d'une autre fille a froncé les sourcils. Et une maîtresse qui passait lentement a baissé la tête, comme quelqu'un qui est témoin de quelque chose qui ne devrait pas se produire ici. J'ai baissé les yeux vers le sac par terre. Une des gougères était sortie par une ouverture de l'emballage. Je me suis baissée lentement pour la ramasser, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu Sophie dire, en riant presque, « Aussi, regarde ça. Elle ne sait même pas présenter les choses correctement. Après, elle se plaint que les choses ne tournent pas rond dans sa vie. » Julien n'a rien dit. Mais ce n'était pas nécessaire. Son silence m'a frappé plus fort que n'importe quel mot. Je me suis relevée doucement, tenant le sac comme s'il pesait des tonnes. J'ai senti mon corps entier trembler. Ce n'était pas de la colère, c'était de la honte, de ces hontes qui brûlent de l'intérieur et laissent la gorge sèche. « Je m'en vais », ai-je réussi à dire d'un filet de voix. Personne n'a essayé de m'en empêcher. Personne n'a dit « Reste, maman ». Personne ne m'a tendu la main. J'ai traversé la kermesse dans un silence absolu. À mi-chemin, j'ai senti mes jambes flancher. Je me suis assise sur un banc près de l'entrée de l'école. La fête suivait son cours, pleine de rires et de musique joyeuse. Et moi, j'étais là, serrant un sac de gougères comme si c'était le dernier morceau de ma dignité qu'il me restait. J'ai passé 2 jours sans pouvoir me lever du lit. Mon corps pesait comme du plomb. Ma poitrine me faisait physiquement mal. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Julien, dur, distant, si différent du garçon que j'avais élevé avec tant d'amour. Mais le 3e jour, quand le soleil est entré par la fenêtre, je me suis levée, parce que la douleur n'a pas disparu. Elle a seulement changé de forme. Et, quand je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai vu mon carnet de notes. Il était là depuis le premier jour où j'avais senti que quelque chose clochait. Je l'ai ouvert, j'ai pris un stylo, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait ce que je devais faire. Il était temps d'organiser l'épreuve. Les jours suivant la kermesse furent en vide. Je me réveillais, mais je n'avais aucune envie de sortir du lit. Le silence de ma maison semblait plus grand qu'avant, comme si chaque recoin répétait la phrase que Julien avait dite devant tout le monde. « Tu gênes ». Ces mots résonnaient, comme s'ils étaient dits à nouveau chaque fois que je respirais. Le premier jour, je suis restée simplement allongée. Je regardais le plafond, essayant de comprendre à quel moment précis j'avais perdu mon fils. Le 2e jour, j'ai essayé de ranger la maison, mais mon corps ne répondait pas. Il semblait que même les mouvements les plus simples, comme ouvrir le réfrigérateur, exigeaient une force que je n'avais plus. Le 3e jour, j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des pleurs de révolte. C'étaient des pleurs secs, fatigués, de quelqu'un qui comprend enfin que cela ne sert à rien d'insister là où il n'y a plus de place pour soi. Et c'est au milieu de ces pleurs que j'ai réalisé une chose. Personne ne viendrait me défendre. Ni Julien, ni Sophie, ni personne. J'étais complètement seule. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti cela avec une clarté brutale. Et, en même temps, j'ai réalisé autre chose. Si je ne faisais rien, ils allaient continuer à me blesser. Ils allaient continuer à utiliser mes efforts comme un outil pour me rabaisser. Ils allaient continuer à m'anéantir jusqu'au jour où il ne resterait plus rien de moi. Alors, le 4e jour, je me suis levée tôt. Je me suis lavé le visage. Je me suis fait un café bien fort. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai tiré mon vieux carnet à moi. J'ai passé la main sur la couverture comme quelqu'un qui retrouve un vieil allié fidèle. Ce n'était que du papier, mais il contenait tout ce que j'avais vécu et souffert ces derniers mois. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. J'ai pris une grande boîte que j'avais dans l'armoire, de celles qui viennent avec les services de vaisselle. J'ai tout étalé sur la table, vieilles factures, reçus, justificatifs, copies du prêt,
photos de la voiture neuve que Sophie avait achetée le jour même où elle avait reçu mon argent, capture d'écran de messages où Julien promettait de rembourser dans 2 mois. J'ai ouvert dossier par dossier. J'ai tout séparé par date. Je devenais, là, l'enquêtrice de ma propre vie. Chaque papier avait un souvenir associé. Chaque reçu portait une douleur. Chaque note de ma main était une tentative désespérée de survivre à ce qui était en train d'arriver. J'ai rassemblé les documents du prêt. Le contrat simple, avec la signature des deux. Le justificatif du virement bancaire de la somme. Les notes que j'avais prises le jour exact où j'avais remis l'enveloppe. Ensuite, j'ai pris les messages envoyés par Julien. Ceux où il disait que c'était un peu instable, que l'investissement allait bientôt rapporter, que « ne t'inquiète pas, maman », tout imprimé, gardé, protégé. J'ai fait une autre pile avec les preuves du niveau de vie qu'ils avaient de commencer à afficher juste après avoir reçu l'argent. Reçu de boutiques exclusives que Sophie montrait avec fierté sur ses réseaux sociaux. Capture d'écran de la limousine qui était venue la chercher cet après-midi où elle m'avait chassée de chez elle. Ce n'était pas de l'envie. Ce n'a jamais été de l'envie. C'était la preuve claire et irréfutable qu'ils avaient utilisé mon argent pour financer un style de vie qu'ils ne pourraient jamais soutenir seuls. La 3e pile fut la plus douloureuse de toutes. Les humiliations, la tarte rejetée, les médicaments jetés dans le débarras, les commentaires sur le fait que je n'étais pas à la hauteur de leur standing, la scène publique à la kermesse scolaire. Tout décrit dans mon carnet avec suffisamment de détails pour montrer que ce n'était pas une exagération, ce n'était pas une invention, ce n'était pas un drame. C'était un processus calculé, un schéma, une intention claire. La 4e pile était petite, mais vitale, mes propres droits, mes économies de toute une vie, mes justificatifs de retraite, la vente de la maison de ma mère, la liste des sacrifices que j'avais faits pour que Julien ait la vie qu'il a toujours eue. Pas pour le lui jeter au visage, ça je ne le ferai jamais, mais pour me rappeler à moi-même que je ne demandais rien d'autre que la justice, rien d'autre qu'un respect basique. Quand j'ai fini de tout organiser, j'ai réalisé que je respirais avec plus de fermeté. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une direction. J'avais pour la première fois un chemin clair. J'ai fermé la boîte doucement. J'ai écrit dessus, avec un marqueur bleu, « Preuve ». Je suis resté quelques minutes à regarder ce mot. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la protection. C'était le moyen que j'avais trouvé pour ne pas permettre qu'ils réécrivent l'histoire à leur convenance. En fin d'après-midi, je me suis assise sur le canapé avec la boîte sur les genoux. Son poids était le poids de ma vie entière. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu envie de pleurer. J'ai ressenti de la détermination. La même détermination que j'ai eue quand je suis devenue veuve. La même que j'ai eue quand j'ai vendu la maison de ma mère. La même que j'ai eue quand j'ai élevé mon fils toute seule contre le monde. Et cette détermination m'a menée à prendre une autre décision. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, je suis allée au cabinet d'un avocat que m'avait recommandé une voisine. Un homme sérieux, poli, qui a tout écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai ouvert la boîte de preuves sur son bureau, il n'a pas pu dissimuler sa surprise. « Madame Hélène » a-t-il dit, passant la main sur les documents. « Vous avez ici un dossier complet et solide. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête lentement. Il a continué, me regardant dans les yeux. « Si vous voulez aller de l'avant, je vous aide. Mais j'ai besoin de savoir une chose. Êtes-vous prête à affronter votre propre fils ?» Je l'ai regardé avec une tranquillité que je ne me soupçonnais même pas de posséder. « Je n'affronte pas mon fils, » ai-je répondu. « J'affronte ce qu'on m'a fait. » Il a refermé le dossier avec décision. « Alors commençons. » Et c'est ainsi, sans cri, sans audience, sans drame, qu'a commencé le tournant définitif de ma vie. Je suis sortie du cabinet de l'avocat avec la sensation que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un m'avait écouté pour de vrai. Pas comme une mère, pas comme la vieille qui dérange, mais comme une femme qui avait été victime d'une injustice et qui avait besoin de quelqu'un qui voit cela. Son nom était Maître Lefebvre, un homme simple, au parler posé, au regard ferme et sans hâte. Il ne semblait pas impressionné par l'ostentation, ni ne se laissait intimider par les gens qui parlèrent trop fort. C'était le genre de personne qui observe méticuleusement avant d'agir. Le lendemain, il m'a appelé tôt. « Madame Hélène, j'ai réussi à libérer un créneau cet après-midi. Pouvez-vous venir ? Je veux tout revoir au calme. » J'ai apporté la boîte entière à nouveau. Cette fois, je me suis assise face à lui avec moins d'insécurité.
La manière tranquille avec laquelle il feuilletait les papiers me donnait une étrange sensation de sécurité. Il ne semblait douter de rien de ce que je disais. Il ne semblait pas penser que c'était une exagération. Il ne semblait pas chercher de failles légales pour justifier le comportement de Julien ou de Sophie. Il analysait simplement chaque feuille comme s'il assemblait un puzzle complexe. « Allons-y par étapes », a-t-il dit, séparant les documents en groupes ordonnés. D'abord, le prêt. Il a pris le contrat simple que nous avions signé et l'a mis à côté des justificatifs de virement. Ici, vous avez un document formel signé par les deux. Peu importe l'informalité du format, il a une validité. La loi le reconnaît. Et ils n'ont pas respecté le délai. Cela constitue déjà un défaut de paiement. J'ai hoché la tête, gardant les mains entrelacées sur mes genoux. Maintenant, a-t-il continué, sortant les captures des messages, les justifications qu'ils ont données sont importantes. Elles montrent la mauvaise foi, elles montrent le changement de comportement, elles montrent une indifférence totale. Ensuite, il a séparé les reçus, les impressions des réseaux sociaux et même les photos que j'avais prises sans intention. Des images que Sophie publiait en vantant de nouveaux achats, des voyages soudains, des voitures de location, des restaurants de luxe. Des choses qui n'avaient jamais fait partie de leur vie avant le prêt. Ceci démontre un détournement de fonds, a-t-il dit avec sérieux. Ils ont dit que c'était un investissement, mais ils l'ont utilisé pour leur bénéfice personnel. Cela pèse très lourd. Je suis restée silencieuse. Non pas parce que je doutais, mais parce qu'il m'était encore étrange d'entendre quelqu'un confirmer à voix haute ce que je ressentais dans la solitude depuis si longtemps. Passons maintenant à la partie émotionnelle, a-t-il dit, ouvrant mon carnet. Ceci peut sembler simple, mais cela a une valeur inestimable. Cela montre un schéma de comportement. Cela montre un abus émotionnel. Cela montre une humiliation systématique. J'ai pris une grande inspiration quand il a lu quelques fragments à voix basse. La boîte de médicaments changeait de place. La tarte retirée de la table. Le commentaire à la fête. La scène de la kermesse scolaire. Il a refermé le carnet doucement. Humiliation répétée, progressive. Cela démonte tout récit selon lequel vous inventeriez des choses. Alors, il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a pris une feuille blanche, l'a mise au centre du bureau et a commencé à écrire un chiffre, puis un autre, et un autre encore. Nous allons calculer la dette complète, pas seulement la somme que vous avez prêtée. Ceci inclut les intérêts légaux, le temps de retard, les dommages moraux et le détournement de finalité. J'observais, stupéfaite, pendant qu'il notait les valeurs avec une précision mathématique. « Maître, tout cela est possible ?» ai-je demandé, me sentant peu sûre de moi. Il m'a regardée d'une manière ferme et rassurante. « C'est possible parce que c'est juste. » Je suis restée muette. Le mot « juste » n'était pas courant dans mon vocabulaire de vie. Je savais survivre, aider, donner, résoudre. Mais la justice, c'était quelque chose de rare pour moi. Après avoir terminé les calculs, il a respiré profondément. « Madame Hélène, avant toute action judiciaire, je propose une réunion, quelque chose de formel, avec toutes les parties présentes. Vous, votre fils, votre belle-fille, je serai présent. Nous allons tout présenter, toutes les preuves, tous les documents, leur donner l'opportunité de résoudre ceci sans aller au procès. » Mon cœur s'est serré quand il a dit « votre fils ». Je ne savais toujours pas comment regarder Julien dans les yeux sans me rappeler le jour de la kermesse. « Et s'il refuse ?» ai-je demandé avec peur. « Ah !» a-t-il répondu avec calme. « Alors nous procédons avec la plainte complète. Récupération de l'argent, correction monétaire, dommages moraux, tout ce qui est à vous de droit. Mais ne vous inquiétez pas de cela maintenant. La première étape est la réunion. » J'ai baissé les yeux vers mes mains. « Maître, j'ai peur qu'il me traite mal à nouveau. » Il a croisé les mains sur le bureau. « Dans cette réunion, personne ne vous traitera mal. Je serai à vos côtés. Et, le plus important, c'est vous qui allez conduire la situation. L'histoire est la vôtre. La voix est la vôtre. La décision est la vôtre. » Ces mots m'ont traversé d'une manière différente. J'ai passé ma vie entière à être la voix des autres. Pour mon fils, pour mon mari, pour les maisons où j'ai travaillé en servant. Maintenant, quelqu'un me disait que j'aurais ma propre voix, juste pour moi. Et cela a secoué quelque chose en moi. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, la tête pleine de pensées, mais la poitrine beaucoup moins lourde. J'ai ouvert la boîte à nouveau sur la table et j'ai revu chaque document, comme si je me préparais pour un examen final. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie.
C'était un sauvetage de moi-même. Les jours suivants, Maître Lefebvre a contacté Julien et Sophie. Ils ont essayé d'éviter la réunion à tout prix. Julien a dit que ce n'était pas nécessaire. Sophie a dit qu'elle était trop occupée. Mais l'avocat a été inébranlable. C'est obligatoire, leur a-t-il dit. Et plus tôt ce sera fait, mieux ce sera pour toutes les personnes impliquées. La date a été fixée pour la semaine suivante. La nuit précédente, j'ai à peine pu dormir. Ce n'était pas la peur de la procédure légale, c'était la peur de regarder Julien et de ne pas trouver ne serait-ce que l'ombre du garçon que j'avais élevé. Mais quelque chose en moi disait que c'était nécessaire, que la douleur ne finit que lorsqu'on affronte ceux qui insistent pour revenir. J'ai passé la matinée à répéter ce que j'allais dire. Je ne voulais pas crier, je ne voulais pas pleurer, je ne voulais pas discuter. Je voulais juste être clair, vrai, réel. L'après-midi, je me suis habillée avec calme. Des vêtements simples, propres, formels. J'ai attaché mes cheveux, j'ai mis mon carnet dans mon sac à main, j'ai pris la boîte de preuves, j'ai respiré profondément, et j'y suis allée. Maître Lefebvre m'attendait à la porte du cabinet. Quand il m'a vue, il a souri légèrement. Prête ? Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste hoché la tête. Il a ouvert la porte de la salle. Julien et Sophie étaient déjà là-dedans. Sophie avec les bras croisés, une expression d'impatience totale. Julien consultant son portable, sans le courage de lever la tête. Je suis entrée. J'ai posé la boîte sur la table avec fermeté. Et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que je n'étais pas la personne sans défense de cette histoire. La salle est restée dans un silence absolu. La confrontation allait commencer là. Dans la semaine de la réunion, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un courage soudain. Ce n'était pas une force de roman. C'était un calme étrange, presque silencieux, comme si mon corps avait enfin compris qu'on ne pouvait plus fuir. Je me suis réveillée chaque jour plus tôt. J'ai rangé la maison doucement. J'ai pris mon café en regardant par la fenêtre et j'ai laissé la douleur s'installer à la bonne place. Pas pour me contrôler, mais pour me rappeler pourquoi je faisais tout cela. Le premier jour, j'ai revu la boîte entière. J'ai sorti les preuves, je les ai mises sur la table et j'ai organisé l'ordre dans lequel je présenterai chacune. Le contrat de prêt d'abord. Ensuite, le justificatif du virement. Ensuite, les captures d'écran des conversations. Puis les reçus qui contredisaient tout ce que Sophie disait. Et, enfin, les photos du niveau de vie qui avait commencé le mois même où l'argent était sorti de mon compte. Le deuxième jour, j'ai relu mon carnet, ligne par ligne, mot pour mot. Non pas pour me remplir de rage, mais pour ne rien oublier quand le moment viendrait. Je ne voulais pas exagérer, je ne voulais pas inventer. Je voulais dire exactement ce qui s'était passé, avec la clarté qui m'avait toujours manqué quand je restais silencieuse pour éviter les conflits. Le troisième jour, j'ai organisé mentalement ce que j'allais dire. Des phrases courtes, directes, sans détour. Vous me l'avez demandé, je vous les ai prêtées, vous avez promis, vous n'avez pas tenu parole. Et cela a des conséquences. Je parlais à voix basse, seule, dans la maison. Ce n'était pas la répétition d'un discours. C'était mettre de l'ordre, une façon d'aligner ma propre pensée, car je savais que Sophie essaierait de me déstabiliser. Ça a toujours été comme ça. Elle parlait vite, changeait de sujet, retournait mes mots contre moi, sauf que cette fois, ce ne serait pas pareil. J'avais des preuves. Et, plus important encore, je me tenais moi-même debout. Le quatrième jour, je suis allée acheter un chemisier neuf. Rien de voyant. Juste quelque chose de simple, sobre, sans motif. Je voulais être apprêtée, mais je ne voulais pas ressembler à une autre personne. Je voulais que, quand Julien lèverait les yeux, il voie la mère qu'il a élevée, pas la version fragile qu'il s'était habitué à traiter comme un fardeau. La nuit précédant la réunion, je n'ai presque pas dormi. Pas par peur du jugement, pas par peur de perdre l'argent, mais parce que je savais que là, dans cette salle, j'allais devoir regarder Julien et comprendre, une fois pour toutes, qui il était devenu. Et c'était la partie qui faisait le plus mal. Je me suis levée avant le lever du soleil. J'ai fait du café, j'ai pris une longue douche, j'ai attaché mes cheveux, j'ai mis un parfum léger. Ensuite, j'ai mis le chemisier neuf, le pantalon le plus formel que j'avais et des chaussures confortables. Je ne voulais pas paraître fragile, ni agressive. Je voulais paraître entière, même si à l'intérieur je tremblais. J'ai pris la boîte de preuves. Elle semblait plus lourde que la dernière fois. C'était peut-être juste une impression, ou peut-être était-ce le poids de la décision finale. Je l'ai mise dans un sac résistant,
de ceux que je gardais pour les choses importantes. Avant de sortir, je me suis arrêtée à la porte du salon et j'ai respiré profondément. La maison était silencieuse. Le genre de silence qui arrive quand quelque chose est sur le point de changer pour toujours. Le chemin jusqu'au cabinet semblait plus long qu'il ne l'était réellement. Le bus se balançait et je tenais la boîte à deux mains comme si c'était une extension de mon corps. Je regardais par la fenêtre et je pensais au garçon que Julien avait été autrefois, au fils qui me promettait qu'il prendrait soin de moi quand je serais vieille, à l'adolescent qui a pleuré inconsolable quand il a perdu son père et s'est accroché à moi comme si j'étais le seul sol ferme qu'il avait. Et maintenant, j'étais l'obstacle. Je savais que revivre ça allait faire mal profondément. Mais je savais aussi qu'il n'était plus possible de l'ignorer. Quand je suis arrivée, Maître Lefebvre était à la porte. Il m'a salué avec une poignée de main ferme et cela m'a ramené au présent. « Respirez, Madame Hélène. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seule. » J'ai hoché la tête. Il m'a ouvert la porte. Avant d'entrer dans la salle, j'ai entendu leur voix. La voix de Sophie s'entendait toujours en premier, rapide, sèche, impatiente. Celle de Julien venait après, plus basse, plus incertaine, comme s'il essayait de se convaincre lui-même qu'il était au bon endroit. Maître Lefebvre s'est tourné vers moi. « Rappelez-vous, c'est vous qui conduisez ceci. Je n'interviens que lorsque c'est nécessaire. » J'ai fait un signe affirmatif de la tête, serrant le sac avec force. Il a ouvert la porte de la salle de réunion. Sophie était assise au bout de la table, les bras croisés, expression d'ennui total. Julien regardait son téléphone, comme la dernière fois. Quand ils m'ont vu, les deux sont restés silencieux. Je suis entrée doucement, j'ai posé la boîte sur la table et j'ai tiré la chaise. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes interminables. Et c'est là, dans ce silence dense, qu'a commencé la confrontation la plus importante de toute ma vie. Le silence de cette salle semblait avoir un poids physique. Sophie tapait du bout de l'ongle contre la table, impatiente. Julien gardait son téléphone en main, mais il ne parvenait plus à faire semblant d'être concentré dessus. Maître Lefebvre a fermé la porte doucement, a marché jusqu'à sa place et s'est assis avec un calme absolu, comme quelqu'un qui savait exactement ce qui était sur le point de se produire. J'ai placé la boîte de preuves juste au centre de la table. Personne n'a prononcé un mot. La salle entière semblait attendre ma première intervention. « Merci d'être venu, ai-je dit, avec la voix plus ferme que je n'imaginais qu'elle sortirait. Sophie a lâché un rire court et sarcastique. « On est venu parce qu'on a été obligé, non? Mais allons droit au but, Hélène. Qu'est-ce que tu veux exactement? De l'argent? Des explications? Du drame ?» Julien ne l'a pas regardé. Il a à peine soupiré, se passant la main sur le front avec fatigue. Maître Lefebvre a incliné la tête vers l'avant. « Je demande du respect dans la conduite de cette réunion, Madame Sophie. C'est Madame Hélène qui va parler en premier. » J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la boîte. J'ai sorti la première enveloppe. Commençons par le prêt. J'ai posé le contrat simple sur la table, le faisant glisser jusqu'à ce qu'il soit devant eux. Julien a reconnu sa propre signature à l'instant. Son visage a changé légèrement. « Vous m'avez demandé cette somme, ai-je continué. Vous avez dit que c'était temporaire. 2 mois, Julien. 2 mois. » Sophie a croisé les bras avec arrogance. « Hélène, pour l'amour de Dieu, tu sais que les affaires sont les affaires. Tout ne se passe pas comme prévu. » J'ai pris le justificatif du virement et je l'ai mis à côté. Voici la date où l'argent est sorti de mon compte. Maintenant, regarde cet autre document. J'ai sorti une impression d'une publication de Sophie elle-même sur ses réseaux sociaux. La photo d'une voiture neuve, avec une légende animée. Nouvelle vie, nouvelle réussite. Cette voiture a été achetée le jour même, ai-je complété. Julien a regardé rapidement Sophie, déconcertée. Elle a levé le menton avec défi. Et alors, ce n'est pas un crime d'acheter ce que je veux. Pas avec l'argent que vous aviez promis de me rendre, ai-je répondu. Maître Lefebvre a alors tiré les documents vers lui. Détournement de fonds, Madame Sophie. Quand quelqu'un sollicite un prêt sous le prétexte d'un investissement et l'utilise pour un bénéfice personnel, cela caractérise la mauvaise foi. Elle a levé les yeux au ciel. Quel drame, mon Dieu! J'ai continué. J'ai sorti les captures des conversations et je les ai alignées sur la table. Ici, tu m'as promis de le rendre dans le délai convenu. Ici, tu as dit que l'argent allait déjà revenir. Ici, tu as demandé du calme. Ici, tu as demandé plus de temps. Julien s'est passé la main sur le visage. « Maman, je pensais que ça allait marcher. Mais tu n'as pris soin de rien, ai-je répondu. Et quand je demandais,
Tu disais que je faisais un drame. Il a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Passons maintenant à une autre partie, a dit maître Lefebvre, d'un ton ferme. Madame Hélène n'est pas ici seulement pour l'argent. Il existe des enregistrements d'humiliation émotionnelle, de comportements abusifs et de ridicule public. Sophie a ri. Ah, s'il vous plaît, sérieusement, tout ça pour des gougères et un petit gâteau? Elle a toujours été trop sensible. Je me suis penchée en avant, la regardant fixement dans les yeux. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas pour la nourriture, c'était pour le respect. J'ai pris mon carnet. Je l'ai ouvert à la page de la kermesse culturelle. Jour tel, heure telle. Devant des dizaines de personnes, tu m'as traité de boulet. Julien a dit que je gênais. Vous avez jeté ma nourriture par terre. Le visage de Julien est devenu rouge de honte. Maman, je n'ai pas parlé de cette façon. J'ai tourné la page. Julien, tu as dit, va te reposer. Tu gênes. Je l'ai noté. Je m'en souviens. Tout le monde a entendu. Il a plissé les yeux, comme quelqu'un qui essaie de bloquer un souvenir douloureux. Sophie a pris les devants. Hélène, tu exagères. Tu exagères toujours. Tu passes ton temps à tout noter comme si tu étais la victime parfaite. Nous avons juste essayé de mettre de l'ordre dans la maison. De l'ordre? Ai-je répété. Ou de l'éloignement? Le silence fut la réponse. J'ai sorti la photo du flacon de médicaments qu'elle avait mis dans le débarras. Ça aussi, c'est de l'ordre. Jeter mes affaires au débarras? Je ne me suis pas plainte. Je ne me suis jamais plainte. Sophie a soufflé. Et tu aurais dû te plaindre alors. Je ne suis pas devin. Me plaindre? Ai-je répété, sentant que quelque chose de ferme grandissait en moi. Chaque fois que j'essayais de parler, tu te tournais vers Julien et tu lui disais que j'étais dramatique, que je voulais attirer l'attention, que je n'étais pas à la hauteur de votre niveau. Tout le monde est resté silencieux pendant quelques secondes tendues. Maître Lefebvre a alors pris un stylo. Mettons une chose au clair, il existe un ensemble de preuves robustes ici. Le prêt n'a pas été remboursé. Il y a eu mauvaise foi. Il y a eu humiliation publique. Il y a des dommages moraux. Si nous allons au procès, le couple échappera difficilement à une condamnation. Sophie a redressé sa posture, semblant inquiète pour la première fois. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Je n'insinue pas. J'explique, a-t-il répondu. S'il y a une plainte, vous et monsieur Julien devrez payer la dette complète, avec les intérêts, les amendes et une indemnisation pour préjudice moral. Et tout cela restera inscrit dans votre dossier, y compris l'humiliation publique devant témoins. Julien m'a regardé, me faisant finalement face. Maman, était-il nécessaire d'en arriver là? J'ai serré mes mains sur mes genoux pour contrôler le tremblement. C'était nécessaire, parce que tu ne m'as jamais écouté avant. Il a baissé les yeux. J'ai eu tort, a-t-il dit, presque dans un murmure. J'ai laissé les choses m'échapper. J'aurais dû mieux te traiter. Je ne sais pas à quel moment tout est devenu hors de contrôle. Sophie s'est tournée rapidement vers lui. Tu ne vas pas accepter ça, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te soumettre à ce chantage émotionnel. J'ai frappé la paume de la main contre la table. Pas fort, mais avec fermeté. Ce n'est pas du chantage. C'est une conséquence. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais maître Lefebvre a levé la main. Venons-en au point final. Il a posé un document sur la table. Je propose un accord. Vous remboursez la valeur intégrale prêtée, ajoutée aux intérêts légaux, en plusieurs fois si nécessaire. Si vous voulez éviter un procès pour dommages moraux, incluez une valeur additionnelle compensatoire. Sophie a presque bondi de sa chaise. Quelle absurdité! Tu crois que je vais payer pour que cette femme me persécute? Je n'ai rien fait. Tu l'as fait, ai-je répondu. Et tu le sais. Elle m'a regardé avec une haine pure. Je ne t'ai jamais aimé. J'ai essayé, ai-je répondu. Mais tu ne l'as jamais permis. Julien a enfin posé son téléphone sur la table. Ses yeux étaient humides. J'accepte l'accord. Sophie s'est tournée vers lui, choquée. Quoi? J'accepte, a-t-il répété. Je dois ça à ma mère. J'ai perdu le contrôle, Sophie. J'ai laissé faire. J'ai laissé tu commander tout. J'ai laissé tu parler à ma place. Et regarde où nous en sommes arrivés. Elle laisse rester silencieuse, vaincue. Julien s'est tourné vers moi. Maman, pardonne-moi. J'ai respiré profondément. Je n'ai fait aucun discours. Je n'ai pas dramatisé. J'ai seulement répondu « J'espère que tu comprends vraiment ». Maître Lefebvre a préparé le brouillon de l'accord sur place. Sophie a signé avec force, déchirant presque le papier avec le stylo. Julien a signé en silence, la main tremblante. J'ai signé à la fin. Quand j'ai fini d'écrire mon nom, j'ai refermé le stylo doucement
et j'ai dit la phrase qui a clos tout le cycle. Maintenant, je peux enfin m'en aller. Je me suis levée. J'ai pris mon carnet, j'ai pris ma boîte. Je suis sortie de la salle en sentant que, pour la première fois depuis longtemps, mon corps était léger. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que je ne portais plus leur poids. J'ai franchi la porte. Et, pour la première fois, l'avenir ne m'a pas semblé être un endroit effrayant. Après l'accord, la vie n'est pas revenue à la normale. Elle a pris une direction complètement nouvelle. Une direction silencieuse, ferme, qui ne venait pas de cris ni de victoires exagérées, mais de petites décisions qui étaient enfin les miennes. Le document signé a entraîné des conséquences pour nous tous, non pas comme une punition, mais comme l'ajustement naturel de ce qui était en suspens. La première conséquence est arrivée 2 jours plus tard. Julien m'a appelé. Sa voix semblait basse, différente. Ce n'était pas le ton sûr qu'il avait l'habitude d'utiliser quand il répétait les mots de Sophie. C'était un ton simple, de quelqu'un qui ne savait pas par où commencer. « Maman, je voulais te remercier pour hier, pour la façon dont tu as parlé, pour le calme. » J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai attendu qu'il continue. Et je voulais te demander pardon pour de vrai. J'ai eu tort avec toi. J'ai laissé Sophie tout conduire. J'ai laissé ma vie devenir autre chose. J'ai cessé d'être ton fils. J'ai respiré profondément, pas pour pleurer, mais pour ne pas dire quelque chose sous le coup de l'émotion. Parce que la vérité est que j'étais trop blessée pour accepter des excuses, comme si cela résolvait tout par magie. Julien, j'ai entendu tes excuses, mais j'ai besoin de temps, beaucoup de temps. Et toi aussi tu en as besoin. Il est resté silencieux. Puis il a répondu, « Je vais te payer ponctuellement, maman, chaque mois. Je ne manquerai pas. » « Je sais, » ai-je répondu. « Maintenant c'est ta responsabilité. Contente-toi de la remplir. » Il a soupiré. « Quand tu voudras, on pourra discuter en personne. » Un jour, lui ai-je dit, mais pas maintenant. C'était la première fois depuis des années que je posais une limite claire. Et il l'a acceptée. Il n'a pas discuté. Il n'a pas essayé de retourner la conversation. Il a juste dit « C'est d'accord, maman », et il a raccroché. Des jours plus tard, Sophie m'a envoyé un message très court, signé, juste ça, sans excuse, sans explication, sans amabilité. C'était le maximum qu'elle pouvait donner, et je n'attendais plus rien venant d'elle. J'ai su par des proches qu'elle avait perdu beaucoup de l'image parfaite qu'elle avait construite avec tant de soin. À l'école, d'autres mères commentaient ce qu'elles avaient vu. Dans la nouvelle résidence, on posait des questions sur le procès. Elle ne gérait pas bien l'exposition quand ce n'était pas pour exhiber du luxe. Et cela, en soi, avait déjà un impact suffisant pour lui faire repenser ses actes. Quant à Julien, j'ai su que les gens de sa famille avaient commencé à exiger de lui une certaine posture. Pas avec des reproches agressifs, mais avec des questions simples. Pourquoi as-tu fait ça à ta mère? Comment as-tu laissé les choses en arriver là? Quel genre de vie veux-tu construire? Rien ne blesse plus que le miroir moral que les autres placent face à nous quand nous nous trompons. Et il a dû se regarder dans ce miroir tous les jours. La dette a commencé à être payée. De petites échéances, mais constantes. L'accord incluait des valeurs additionnelles pour les dommages que j'avais subis. Ce n'était pas une fortune, ce n'était pas un prix de loterie, ce n'était pas une vengeance, c'était une réparation. Et la réparation ne concerne pas l'argent, elle concerne le respect. Mais la véritable conséquence ne s'est pas produite avec eux, elle s'est produite avec moi. Pendant de nombreuses années, ma vie a tourné autour du fait de servir, aider, céder, éviter les conflits à tout prix. J'ai été mère avant d'être femme, avant d'être une personne, avant d'être moi-même. Après l'audience, quand je suis arrivée chez moi et que j'ai fermé la porte, j'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais sans porter le poids des autres. Le premier jour, le silence m'a paru étrange. Le deuxième, la liberté m'a paru étrange. Le troisième, j'ai senti que ma maison était enfin la mienne. Et cela m'a apporté une sensation de soulagement que je ne me souvenais pas avoir ressentie depuis ma jeunesse. J'ai commencé petit à petit. D'abord, j'ai rangé la maison sans hâte. Ensuite, je suis allée au marché et j'ai acheté des choses que j'aimais. Pas les choses que j'avais l'habitude d'acheter en pensant aux petits-enfants ou à Julien. Mes choses à moi. Simples, mais à moi. J'ai choisi un pain qui n'était pas en promotion. J'ai choisi un café avec un meilleur arôme. J'ai choisi des fleurs pour mettre sur la table de la cuisine. Pas parce que quelqu'un allait me rendre visite, mais parce que je méritais de voir de la beauté dans ma propre maison. Quelque temps après, j'ai visité une autre ville. Petite, tranquille, près d'une place avec des arbres anciens. J'ai marché doucement dans les rues
et j'ai senti que quelque chose en moi ouvrait de l'espace pour un nouveau départ. J'ai vu des maisons simples à louer, de grandes fenêtres, des cours ombragées, des gens assis sur le trottoir en train de discuter comme si le temps marchait lentement ici. J'ai ressenti la paix, une paix que je ne ressentais plus depuis très longtemps. Le mois suivant, j'ai pris ma décision. J'ai fait mes valises. J'ai sélectionné seulement ce qui comptait vraiment. Mon carnet, quelques photos, des vêtements simples et ma boîte à couture, la même que ma mère utilisait. J'ai loué une petite maison dans la ville que j'avais visitée. Ce n'était pas luxueux, ce n'était pas moderne, mais c'était lumineux. Et quand j'ai ouvert la porte pour la première fois, je me suis sentie comme si j'entrais au début de ma vie, pas à la fin. J'ai commencé une nouvelle routine. Je me levais tôt, je prenais mon café sur le devant de la maison, je saluais les voisins qui passaient avec leurs chiens. Je marchais doucement sur la place, je m'asseyais sur un banc et j'observais les gens passer. L'après-midi, j'ai commencé à faire de petits travaux de couture pour quelques voisines de la rue. Je faisais des ourlets, je changeais des fermetures éclairs, j'ajustais des robes. Elles disaient toujours « Vous avez de très bonnes mains, Hélène. » C'est difficile de trouver quelqu'un comme ça de nos jours. Et je souriais. Un sourire qui venait facilement, sans poids. Je me suis fait de nouvelles amitiés. Madame Martin, de la Maison Jaune. Monsieur Bernard, qui vendait des légumes au coin de la rue. Marthe, qui gardait les petits-enfants du voisinage. Des gens simples, aimables, sans intérêt caché. Des gens qui m'appelaient par mon nom sans ajouter d'étiquette. Et c'est par un après-midi tranquille que j'ai reçu le premier appel vidéo de Julien. J'ai hésité avant de répondre, mais j'ai répondu. Il était plus mince, avec des cernes profonds. Il ne ressemblait pas à un homme vaincu. Il ressemblait à un homme qui se réveille après des années de sommeil. « Maman, c'est ta nouvelle maison ?»« Oui, elle est jolie, » a-t-il dit. « Il y a de la lumière. Elle a l'air paisible. » J'ai souri légèrement. « Oui, elle l'est. Elle me fait du bien. » Il a respiré profondément. « Je voulais venir te rendre visite un jour, quand tu voudras. »« Un jour, » ai-je répondu. « Mais pour l'instant, reste concentré sur ce que tu as besoin de régler dans ta vie. » Il a été d'accord, et cette fois, il n'a pas insisté. J'ai continué à vivre, continuant à prendre soin de moi, continuant à découvrir une version de moi que je n'avais jamais connue, une femme qui ne mendie pas d'espace, qui n'implore pas d'attention, qui ne s'annule pas pour entrer dans la vie de quiconque. Aujourd'hui, je vois tout avec une clarté qui me manquait auparavant. Le respect n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on vit. L'amour n'est pas une humiliation déguisée en soin. La famille n'est pas une imposition, c'est un lien. Et le lien n'existe que là où il y a réciprocité. Je n'ai eu besoin de détruire personne pour récupérer ma dignité. J'ai seulement eu besoin de poser des limites. J'ai seulement eu besoin de montrer la vérité. J'ai seulement eu besoin de me rappeler que j'existe. Et c'est ce que je veux laisser comme message final. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas une gêne. Tu n'es le reste de la vie de personne. Tu es ta propre vie. Et recommencer n'a pas d'âge. Cela n'en a jamais eu. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, commente ici de quelle ville tu me parles. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître là sur l'écran. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.